Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Une difficile et importante négociation sur le dialogue social est en cours dans notre pays depuis une semaine. Négociation justement sur la modernisation du dialogue social dans l'entreprise. Dialogue et social, deux jolis mots, mais tout cela s'est ouvert dans un climat plutôt tendu. La CGT reprochant au gouvernement de ne servir que les patrons et d'oublier les salariés. La CGT qui manifestait seule aujourd'hui même. Nous avons donc intitulé cette émission « Comment les syndicats font la loi ?» Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Raymond Soubi est un spécialiste de la question sociale. Vous présidez la société de conseil Alixio. Je rappelle que vous avez été conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Philippe Frémaux est journaliste et éditorialiste au magazine Alternative économique. Votre journal édite un hors-série sur les chiffres 2015 de l'économie française. Hervé Chaperon est lui ancien directeur général adjoint de Pôle emploi. Vous venez de publier aux éditions de l'Opportun un livre consacré à votre ancienne maison, Pôle emploi, autopsie d'un naufrage, avec Patrick Lelon. Enfin, Bernard Vivier est économiste et historien. Vous dirigez l'IST, l'Institut supérieur du travail, et enseignez à la faculté libre d'économie et de droit de Paris. Peut-être une première question, Raymond Soubi. Je n'ai pas rêvé. On est en train de discuter en ce moment, entre autres, de la façon dont on doit se parler. Oui, encore que la discussion en cours porte sur quelques sujets importants, mais quand même limités par rapport à tous les sujets qu'implique le dialogue social. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de parler de la représentation dans des IRP dans les petites entreprises. Oui. Vieux sujet. Ça fait 10 ans qu'on en discute au cours d'innombrables discussions. D'un sujet qui est très important, qui est comment faire la promotion des syndicats auprès des futurs syndicalistes. Comment aménager les parcours syndicaux. Ça, je crois que c'est très important pour la vitalité même des syndicats. Et puis, beaucoup de ceux qui nous écoutent ne voient absolument pas l'intérêt de cette mesure. Je me permets de dire. Non, mais vous allez nous l'expliquer. Mais voilà. Non, alors, on fait le menu. Elle est très importante. Ce sont les deux principaux sujets. Et puis, il y a l'éternel sujet dit des seuils sociaux, qui est d'ailleurs moins un sujet sur les seuils sociaux que sur la nature des obligations qui doivent s'imposer aux entreprises passer les seuils sociaux. Car vous savez, il y a les obligations de négocier en France sur 36 000 sujets, enfin sur 36 000 j'exagère un peu, sur quelques sujets, donc il y a une sorte de millefeuille, et peut-être qu'on arriverait à conforter le dialogue social en réduisant le millefeuille et en se concentrant sur l'essentiel. C'est plus d'un sujet de sujets sur lesquels on négocie que de seuils sociaux proprement dit. Mais j'essaie de vous faire remarquer que, moi je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, quand on sait qu'une négociation a lieu autour du thème du dialogue social, vous venez là en fait de donner, si je puis dire, les morceaux vifs enfin, de travail et qui auront en effet des conséquences sur la société française. Mais l'idée même qu'on soit obligé de se réunir pour savoir comment on va se parler, dialogue et social, ça peut paraître étrange, ça devrait aller de soi. Enfin, je ne sais pas si je suis naïf, qu'est-ce que vous me dites Bernard Vivier? Que c'est un vieux sujet. L'État dans notre pays n'est pas garant des relations sociales, il en est le plus souvent le gérant direct. Et il abuse. Il abuse et il faut dire aussi qu'il profite de la faiblesse un peu voulue des partenaires sociaux qui malheureusement ne se sont pas depuis des dizaines d'années saisis de eux-mêmes gérer les relations sociales. Vous savez, il y avait le vieux texte de Proudhon. Avant de mourir, Proudhon avait écrit un livre qui s'intitule « De l'incapacité politique des classes ouvrières ». Les classes ouvrières, le monde ouvrier, n'a pas la capacité à entrer en politique. On pourrait aujourd'hui rédiger un petit sont incapacité. Le monde ouvrier est incapacité. Voilà. C'est ça. Et on pourrait aujourd'hui rédiger un petit opuscule sur l'incapacité gestionnaire des classes ouvrières. C'est-à-dire que partout en Europe, le syndicalisme et le patronat co-gèrent, alors soit directement dans les entreprises, soit dans des institutions paritaires, des grandes avancées sociales. Et en France, par refus de le faire, les partenaires sociaux laissent l'État, qui lui évidemment, c'est une vieille tradition française, en profite pour tout gérer. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous savons que nous avons des réformes à faire. Nous savons à peu près les paramètres qu'il y a, les gouvernements européens nous le disent, enfin l'ensemble des pays européens. Ce que nous ne savons pas faire pour l'instant, c'est articuler le rôle respectif de l'État, du patronat, des syndicats. Le MEDEF est aussi un syndicat. Oui, absolument. Non, mais je me permets de le rappeler parce que c'est ce qui fait aussi la double entrée de notre titre de ce soir. Comment les syndicats font la loi, c'est nous sommes en train de discuter. Tout le monde s'accorde à dire que c'est important. Il y a des dossiers par ailleurs très précis en ce moment de la façon dont on va se parler et donc de la façon dont on va gérer les relations sociales dans les années à venir dans notre pays. Ce qui est très important quand on a besoin de réformes ou quand on veut protéger un certain nombre, soit au contraire d'acquis sociaux ou de protection sociale, et qui seront transformés en loi par le Parlement. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Bon, c'est important tout ça? Oui, c'est important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que
les choses changent selon les époques. Si vous prenez par exemple la période 97-2002, où Lionel Jospin était Premier ministre, à l'époque, le patronat, le MEDEF, était extrêmement attaché au dialogue social et à l'autonomie des partenaires sociaux. Parce qu'il avait peur que le gouvernement légifère dans un sens... Il s'occupe de tout le temps. Et puis surtout qu'il légifère dans un sens qui ne soit pas directement favorable. J'entends bien. Et quand, après 2002, disons, la droite est revenue au pouvoir, le MEDEF a trouvé finalement que quand le gouvernement s'en mêlait, c'était pas mal. Si mal que ça, et que le dialogue social, finalement, c'était pas aussi important. Alors, en même temps, vous avez quand même un certain nombre de responsables politiques. Je peux vous faire remarquer que le gouvernement, ça sert aussi, par exemple, à boucher les trous aux assédiques. Donc... Non, oui, mais là, non, les assédiques, ils empruntent sur les marchés et ils ont une dette qui est l'UNEDIC. Mais ce qui est vrai, c'est que... L'UNEDIC, 4 milliards. Vous dire, au sein de la classe politique... Par an. Oui. Au total, c'est 27. Voilà. Pas encore. Vous faites bien le sourd quand vous voulez. Dans 2 ans. Non. Ça sera 21. Si vous me laissez terminer. Pardonnez-moi. Je sens qu'il est d'une humeur tout à fait joyeuse. Badine, oui. Badine. Voilà. Mais on a quand même des gouvernements à gauche comme à droite, et je pense que Raymond Soubly ne me dira pas l'inverse, qui ont jugé qu'il était souhaitable d'améliorer la représentativité des partenaires sociaux et de leur laisser une initiative dans le dialogue social. C'était une idée qui était portée historiquement par Jacques Delors, par exemple, à gauche, mais qu'on a retrouvée aussi dans des initiatives législatives sous Nicolas Sarkozy, avec l'idée, s'ils se mettent d'accord, en gros, la fonction du Parlement, c'est évidemment de transcrire dans la loi leur accord avec l'autorité de la représentation nationale, qui est quand même légitime en dernière instance, mais dans le même temps, en gros, on essaye de respecter au maximum ce sur quoi ils sont mis d'accord. Et la gauche, avec François Hollande, s'inscrit. On voit bien qu'Hollande est aussi dans une logique inspirée de Jacques Delors pour ça. Il a retranscrit dans la loi 2 accords nationaux interprofessionnels, un sur la formation professionnelle, un sur, en gros, la gestion de l'emploi, qui sont très proches de ce sur quoi le patronat et les syndicats se sont mis d'accord. Donc il y a un vrai contenu de négociation. Alors ensuite, il y a un autre sujet, c'est qu'est-ce qu'on négocie dans l'entreprise, comment ça se passe, quels sont les droits des uns et des autres. Et à quel stade ou à quel seuil dont parlait Raymond Soubly à l'instant. J'ai oublié de dire ce que c'était les IRP. Vous le faites. Oui, alors c'est les institutions représentatives du personnel, c'est les délégués du personnel, c'est le délégué syndical, c'est le comité d'entreprise, selon la taille des entreprises, puisque le comité d'entreprise, c'est à partir de 50 salariés. Est-ce qu'on est, à travers cette négociation, en train de préparer une partie de l'avenir du pays? Je me permets, parce qu'on en parle finalement assez peu dans les médias, et là aussi, sans fausse naïveté, j'ai envie de vous dire, quand on emploie des termes aussi importants que dialogue social, partenaires sociaux, sans ironie, je dis, ce sont de beaux mots, ça a un côté presque enthousiasmant. On se dit, ah oui, alors, on se met autour de la table et on va sortir de là avec un certain nombre d'idées, d'avancées, pour que la boutique tienne. Si vous me permettez de rajouter juste un petit mot, je me souviens d'avoir été sur ce plateau la veille de la conclusion de la négociation sur le premier grand accord national interprofessionnel sur l'emploi. Oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les autres interlocuteurs autour de la table disaient si cet accord n'est pas signé, il n'y a pas d'accord, ça va être une catastrophe pour la France. Et s'il est signé, en revanche, ça va être bien, ça va dynamiser l'activité, etc. Il y avait une sorte d'enthousiasme autour de la signature de l'accord. En fait, l'accord a été établi, ça n'a pas changé la face du monde, mais dans le même temps, c'est vrai que il y a aussi besoin de mettre un peu de charbon dans la machine du dialogue social pour que les conditions dans lesquelles les entreprises fonctionnent soient négociées. Je vous vois écouter ça avec un demi-sourire, je ne sais pas. Oui, avec un demi-sourire, parce que comme vous le disiez, le français moyen, celui qui n'existe pas mais dont on parle toujours, a beaucoup de mal à comprendre. La majorité silencieuse. Attendez, on est quand même dans un pays où il y a une démocratie sociale, et on peut tous s'en féliciter, mais il y a aussi une démocratie politique. Oui. On est dans un pays de droit, ce qui veut dire qu'il y a une hiérarchie des textes. Alors, que le français moyen se désintéresse un peu de ça et qu'il ne comprenne pas tout à fait, parce qu'il y a quand même d'autres problèmes dans son quotidien aujourd'hui. Oui. Il y a d'autres problèmes. Moi, je comprends assez, parce que de toute façon, où les partenaires sociaux se mettent d'accord, et comme vous le disiez, hurrah, faisons la fête, ou ils ne se mettent pas d'accord, et il y a une démocratie politique, et j'allais dire que les politiques prennent leurs responsabilités.
Alors, on va vous redonner la parole, on va découvrir notre premier reportage, puisque aujourd'hui, je vous le rappelle, c'était donc la CGT seule contre le gouvernement, seule dans tous les sens du terme. 20 000 manifestants quand même à Paris et 140 rassemblements dans l'ensemble du pays. Le syndicat proteste en fait contre des mesures qu'il estime favorables uniquement aux patrons. Le message est clair, le gouvernement oublie les salariés, ce dont témoigne le projet de loi en débat sur le financement de la sécurité sociale, selon le leader de la société, M. Le Pen. Reportage, Yacine Mili et Arnaud Fora. Ils sont venus à l'appel de la CGT pour une journée de colère syndicale. Mobilisés pour la défense de la sécurité sociale, 142 rassemblements en France. À Paris, ils étaient quelques milliers. Un peu plus tôt dans la journée, Montreuil, en région parisienne. À quelques heures de la manifestation, ces militants sont déjà sur le pont. Des sandwichs pour nourrir tout le monde. Au programme, collation, banderoles et colère. Nous, on y va pour qu'on ait une protection sociale de haut niveau en France, qui ne laisse personne de côté, ni les malades, ni les personnes âgées, ni les femmes enceintes, ni évidemment ceux qui ont été rejetés de l'emploi et qui sont au chômage. Vous avez mis le gyrophare ? Parmi les colères les plus vives, celle sur le budget de la sécurité sociale, dont l'examen a débuté ce matin à l'Assemblée nationale. Au même moment, réunion de crise au siège de la Fédération Santé de la CGT. Coupe dans les prestations familiales, économie sur les médicaments ou encore hospitalisation à domicile. Le projet de budget pour la Sécu prévoit de réduire de 2 milliards d'euros le déficit en 2015. Alors à la CGT Santé, on crie au scandale. C'est concrètement pour les salariés de l'hôpital, c'est des remises en question de leurs droits, de leur mission, mais c'est aussi l'offre de soins qui est aussi pour nous mis en danger, enfin, l'offre de soins publics, et donc c'est aussi du côté des usagers l'accès aux soins qui est remis en question, qui est mis en danger. À Paris, les manifestants se sont donné rendez-vous place de la Nation. Dans leurs mains, des drapeaux rouges et jaunes uniquement. La CGT est la seule à défiler. Les autres syndicats n'ont pas souhaité rejoindre le mouvement. Mais pour les organisateurs, pas question de parler de flop. Toute manifestation est toujours utile. C'est pour montrer à la fois notre mécontentement, mais aussi que la CGT a des propositions pour maintenir une sécurité sociale digne de ce nom, solidaire, et non pas une sécurité sociale réduite peau de chagrin qui oblige les salariés à se tourner in fine vers des assurances privées qui de toute façon vont réduire leurs droits. Demain, si on laisse faire la politique, on aura la même sécurité sociale qu'aux États-Unis, c'est-à-dire le chacun pour soi, avec des mutuelles qui vont disparaître parce que le code de la mutualité est en péril, des groupes de protection sociale qui sont déjà adossés à des grands groupes financiers, et demain on va se retrouver dans la même logique. Dans la ligne de mire de la CGT, le patronat. Tous les jours, les salariés font des efforts dans leur entreprise. Les efforts, ils sont aujourd'hui, de manière presque inédite, uniquement consentis par les salariés. Et pendant ce temps-là, le patronat, lui, se porte bien. Les dividendes sont versés aux actionnaires et les banques sont rassurées sur leur avenir et leur fonctionnement. L'insécurité, aujourd'hui, elle pèse sur les salariés, elle ne pèse pas sur le patronat. En 2012, la CGT avait appelé à contrer Nicolas Sarkozy face à François Hollande. Aujourd'hui, beaucoup sont déçus par le gouvernement socialiste. On a quand même voté pour lui et en fait je pense qu'il oublie les patients, il oublie les soignants, il nous oublie tous en fait. Alors pour poursuivre la lutte, la CGT a prévenu, elle n'a pas l'intention de laisser passer le projet de loi de finances en l'état. Bon, qu'est-ce que vous entendez dans ce que nous dit la CGT aujourd'hui? Quel est le message? Le message, c'est que la CGT conserve, elle joue son rôle. Une organisation syndicale, et tout particulièrement la CGT, est une organisation dont la fonction est de conserver, non pas de changer. Vous suggérez quoi là? Que ce sont eux les conservateurs? Oui, mais c'est dans un sens qui n'est pas forcément négatif. On a trop tendance à considérer que les syndicats, par nature, ce sont des agents du changement. Non, le changement, il vient des entreprises, il vient des pouvoirs publics. Les organisations syndicales défendent les intérêts des salariés, et donc sont très souvent contraints à changer parce qu'une contrainte leur vient de l'extérieur. Mais la tendance naturelle du syndicalisme en France, c'est de conserver, d'ailleurs partout dans le monde, c'est pas forcément négatif. Dans une société, on a besoin d'acteurs du changement et on a besoin d'acteurs de conservation. Le tout, c'est de réguler les deux. Raymond Soubi. Oui, moi je trouve que Bernard Vivier est très enthousiaste sur
sur l'état des partenaires sociaux en général et de la CGT en particulier. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la CGT crée une journée d'action aujourd'hui sur le thème de la protection sociale. Le thème de la protection sociale, on le voit dans toutes les enquêtes, n'est pas du tout prioritaire dans l'esprit des Français. Donc pourquoi ce thème et pas d'autres thèmes? Deuxièmement, la CGT a manqué toutes ces dernières journées d'action avant l'été. Pourquoi est-ce qu'elle en fait une nouvelle? Est-elle peu réussie? La réponse est non. Voilà le nombre de gens qu'il y avait dans les médias. Donc, je précise que c'est la première et seule journée d'action nationale prévue par la CGT en cette rentrée. Oui, mais en cette rentrée, oui, mais elle en a fait avant l'été. Elle en a fait avant l'été. Donc, on peut se demander si cette journée d'action est une vraie initiative créatrice ou est-ce que c'est un rite? Bon, et moi, je crois qu'à créer. Moi, j'ai un grand respect pour la CGT. C'est une très grande organisation. J'ai toujours eu de bons rapports avec elle, mais je crois qu'à force de trop sacrifier à des rites, je crois qu'à ce moment-là, on s'éloigne de ce qu'on doit. Parce qu'en vérité, dans le débat de tout à l'heure, la question, c'est quand même de savoir si les partenaires sociaux, c'est qui? C'est un très beau nom, vous l'avez dit, les partenaires sociaux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont la force, ils ont la représentativité, et ils ont le soutien des salariés d'un côté et des patrons de l'autre pour pouvoir négocier des vrais accords? Eh bien, je vais vous dire, moi qui ai toujours été partisan des négociations interprofessionnelles de Bretagne, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce qu'avec 5% de taux de syndicalisation, avec une opinion publique... 5 Vous dites 5 5% dans le secteur privé. Or, secteur public, 8%, si vous voulez compter le secteur public. Bon. Donc, avec cette situation, et en plus, une opinion qui soutient beaucoup moins les syndicats. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion sur 15 ans, ils n'ont jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. C'est une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle. En plus, ils sont divisés, et donc, au moment où on aurait, je suis d'accord avec Alain Vivier, plus que jamais besoin d'un dialogue social, on a des partenaires qui, objectivement, sont affaiblis. Et donc, on doit se poser la question, dans les temps actuels, est-ce que le dialogue social, au sens... parce qu'il a plusieurs sens, conclure des accords. Comme le titre de l'émission. Oui, et l'alpha et l'oméga, autrement dit, est-ce qu'on va avoir des réformes importantes, tant pour les entreprises que pour les salariés, par le dialogue social? On a cité tout à l'heure l'accord sur l'emploi. Nous nous étions retrouvés, je crois me souvenir, ensemble à cette émission. Je pense que oui. Tout le monde disait que c'est un accord admirable. Moi, je dirais, il y a un tiers de l'accord sur les restructurations qui renvoie, qui est très bien. Il y a une partie qui sont les accords dits de maintien dans l'emploi acceptés, des réductions de salaire pendant un certain, qui est un fiasco. Il n'y en a pas. Il y en a 4 en France. Ça ne s'applique pas. Absolument. Et il y a une disposition sur les négociations, sur les orientations stratégiques qui sera peut-être. Bon. Donc de dire que c'est l'alpha et l'oméga du progrès social, je ne crois pas. Et je crois qu'on est en train de réactiver une pièce de théâtre que plus personne ne veut voir moi, jouer, en tout cas pas vous. D'ailleurs, pièce de théâtre. Tenez, je prends l'exemple de la dernière conférence sociale. Il y a eu une enquête qui a été menée sur la dernière conférence sociale. Et on a demandé aux Français s'ils croyaient à ça. Et ils ont dit non, c'est du théâtre. Donc ce n'est pas que du théâtre. Mais je veux dire, faire semblant de croire que c'est par cela que peuvent passer toutes les réformes dont notre pays a besoin, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une responsabilité du politique et que le politique ne peut pas constamment se défausser sur les partenaires sociaux de responsabilités qui lui a... Vous posez des questions, c'est très bien, mais j'ai envie de réponses. Si je vais au bout de votre... c'est même pas de votre arrière-pensée, vous l'expliquez très clairement. Vous nous dites quoi aujourd'hui? C'est au gouvernement de je vous dis, gérer ce genre de choses? Il y a une série de sujets, c'est le gouvernement qui doit le décider, même si la loi Larcher l'oblige à consulter d'abord les syndicats. C'est le gouvernement, parce qu'on sait très bien que les partenaires sociaux n'y arriveront pas. Parallèlement, il y a des sujets qu'il faut continuer à traiter par le dialogue social au niveau, par exemple, interprofessionnel. Donc, il faut les deux. Mais s'il n'y a pas une impulsion politique aujourd'hui sur ces sujets-là, accompagner le dialogue social. Mais d'abord, l'impulsion politique, je crois qu'on n'avancera pas très vite. Vous vouliez réagir? Oui, moi je mettrais quand même un petit bémol par rapport à ce que vient de dire Raymond Soubi. D'abord, je ne suis pas convaincu que les Français se désintéressent de la protection sociale. La protection sociale, c'est deux grands paquets. Un, c'est
la santé, deux, c'est l'emploi. Oui. Aujourd'hui, M. Soubi, force est de constater qu'il y a des Français qui ne se soignent plus parce qu'ils n'ont plus les moyens. Que deuxièmement, le chômage, ce n'est pas à vous, et je ne me permettrai pas de vous dire que quand même, il croît très très vite, hein, comme un cheval au galop. Comme la protection sociale, ça. Et le problème qui se pose, je prends sur ce cas protection sociale, c'est qu'on a vidé de la protection sociale les partenaires sociaux. On a vidé, je veux dire par là que, effectivement, prenons le cas Pôle emploi, Unédic. Certes, les partenaires sociaux font toujours la convention d'assurance chômage au sein de l'Unédic et autres, mais au sein, et vous le savez très bien, au sein de Pôle emploi, les partenaires sociaux sont au mieux consultés. Quand il s'agit du budget, il est préparé par la direction générale avec le ministère de tutelle, ça passe en séance, et ainsi de suite. À un tel point, et vous étiez aux affaires, si je puis dire, Monsieur Soubi, c'est que dans la première année de Pôle emploi, le dernier versement de l'État s'est pas effectué, et les partenaires sociaux s'en sont émus sans trop de résultats. Je veux dire par là que si on veut un véritable dialogue social, il faut remettre les partenaires sociaux à des endroits stratégiques. Vous venez quand même de dire, l'un et l'autre, j'ai bien compris que vous souhaitiez répondre à Hervé Chapeau, mais vous venez quand même d'expliquer qu'on assiste, je ne vais pas dire à une farce, mais quand même à quelque chose où il y a beaucoup d'effets de manche théâtraux pour des résultats sur lesquels on peut s'interroger. Rapidement, Raymond Soubi, très rapidement, mais faut que je bascule de l'autre côté. Monsieur Chaperon, que j'aime beaucoup, nous le connaissons bien, mais si Pôle emploi est entre les mains de l'État, c'est parce que les partenaires sociaux n'en ont pas voulu. Et je peux d'autant plus vous le dire que j'étais témoin. C'est moi qui, au nom de l'État, a proposé aux partenaires sociaux d'être les gestionnaires de Pôle emploi. Donc d'avoir les pouvoirs à la place de l'État. Et ils m'ont dit non. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas avoir la responsabilité de la gestion des chômeurs, donc du chômage. Donc je suis d'accord avec mon voisin pour dire qu'il eût mieux valu que ce soit les partenaires sociaux. L'ennui, c'est qu'ils n'en ont pas voulu. Alors, allons-y. Bernard Vivier, et ensuite... C'est l'incapacité gestionnaire des classes ouvrières qui ne veulent pas gérer le dossier. Mais nous revenons maintenant à votre question. Oui, nous vivons aujourd'hui une comédie dramatique. Oui, on fait semblant, c'est-à-dire qu'on fait une conférence sociale comme si c'était un vrai dialogue social. En fait, le gouvernement ouvre la conférence sociale, président de la République, ferme la conférence sociale, Premier ministre, et installe 8 ministres dans 7 tables rondes dans cette conférence sociale. Et tout aujourd'hui dans notre pays est contrôlé, géré, étroitement surveillé par l'État. 2 exemples. La loi sur la sécurisation de l'emploi, c'est effectivement une grande négociation. Il a fallu 6 mois pour que cet accord se transforme dans une loi. Deuxième exemple, l'accord sur la formation professionnelle. Il a fallu 3 mois, c'était un succès, pour que l'accord se transforme en loi. Cette loi, aujourd'hui, elle date de mars 2014. Nous attendons encore les décrets d'application et nous en attendons 70. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partenaires sociaux, hier je rencontrais des syndicalistes, ils attendent les décrets, ils ne savent pas où ils en sont. Les entreprises, les DRH ne savent pas où ils en sont. Nous vivons aujourd'hui sous un régime d'État qui gère les relations sociales alors que lui-même ne sait pas contrôler son budget, embauche où l'État ou les territoires ne savent pas employer et ne savent pas, les territoires et l'État ne savent même pas gérer les relations sociales. Je le dis de façon un peu brutale, mais il y a 2 fois plus en nombre de jours de grève, 2 fois plus de grèves dans la fonction publique de l'État que dans l'ensemble des entreprises du secteur privé, alors qu'il y a 16 millions de salariés du privé et 2,5 millions de fonctionnaires de l'État. C'est énorme. Alors la question, elle est là. Ou bien on continue à mettre les relations sociales sous surveillance et gestion directe de l'État, c'est-à-dire en clair de Bercy, ou bien on rééquipe comme ailleurs en Europe les partenaires sociaux. Encore faut-il, et ça c'est vrai, que les partenaires sociaux le veuillent et en soient capables. Philippe Frémaux. Quelle est la question?
Il y a tellement de sujets qui sont abordés. Dire bon, première chose. Là, on est en train de dire qui prend ses responsabilités. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un grand théâtre dont on connaît peut-être sans doute le début et la fin de la pièce. Si tel est le cas, quand on parle de démocratie sociale, de dialogue social ou de partenaires sociaux, on se dit qu'à l'arrivée, on se paye avec des grands mots de quelque chose qui évolue peu. Dans une société mondialisée où tous les jours il y a des difficultés. Il y a une part de vérité dans tout ce que j'ai entendu autour de la table. Mais il faut aussi raison garder et pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien que d'une part, sur le fait que les Français ne sont pas forcément sensibles en premier chef à la notion de protection sociale, c'est vrai. Mais dans le même temps, si vous leur parlez des retraites, si vous leur parlez de l'accès aux soins, etc., là, aussitôt que c'est dans le concret, ils sont beaucoup plus sensibles. Et là, il y a des vrais enjeux. L'autre chose, c'est que, de fait, vous l'avez dit tout à l'heure, le dialogue social suppose toujours qu'il y ait deux légitimités qui s'encastrent l'une dans l'autre, celle des partenaires sociaux et celle de l'État dans une société démocratique. Bon. Et donc, le fait que ce soit compliqué, que ça prenne un certain temps, parce que le Parlement, il vote pas les lois en 18 secondes, on peut difficilement faire autrement. Ensuite, il y a un dernier point qui me paraît important, c'est que la représentativité, vous n'avez parlé que des organisations de salariés, mais je pense que vous auriez pu, avec le même talent, parler des organisations patronales. Je veux dire, la représentativité du MEDEF, de la CGPME, de l'UPA, et sans parler des organisations de l'économie sociale, pose aussi un certain nombre de problèmes, même si maintenant on a enfin réussi à trouver un accord. Mais enfin bon, on va voir le temps ça. Bon, pour définir. C'est vrai qu'on pose tout le temps la question des représentants. Elles vont devoir prouver qu'elles ont suffisamment d'adhérents dans chaque branche pour être représentatives dans les négociations. Elles aussi. C'est pas le cas ? Ah non, pour l'instant, elles n'ont rien à prouver. Elles ont besoin juste d'avoir des sous et avoir un bel immeuble avenue Bosquet. Vous voulez dire quoi? Que le MEDEF ou la CGPME ne représentent pas correctement Non, excusez-moi, je me permets d'insister. Non, allons au bout de l'idée, Philippe Rémaux. On remet tout le temps en cause la représentativité et on comprend pourquoi des organisations syndicales de salariés et assez rarement celle du MEDEF ou de la CGPME. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas faire preuve de démagogie dans un sens comme dans l'autre. C'est vrai qu'en France, il y a très peu d'adhérents au syndicat. Vous l'avez dit, 5% dans le secteur privé. C'est vraiment très peu. Oui, ce qui paraît ridicule. Dans le même temps, être adhérent à une organisation syndicale dans beaucoup d'entreprises, c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est aussi quelque chose qui peut avoir une conséquence sur votre carrière. Et en fait, beaucoup de salariés, en fait, quand on voit les résultats des élections professionnelles, votent pour les organisations syndicales représentatives. Et je serais tenté de dire la même chose pour le patronat. C'est que les gens n'ont pas forcément. Les patrons sont d'abord des individualistes. Ils n'ont pas forcément envie de militer dans une organisation, de se faire plein de réunions. Il faut d'abord qu'ils fassent vivre leur entreprise. Moi, je le sais bien pour être moi-même administrateur d'un syndicat patronal dans ma petite coopérative de la presse magazine. Je veux dire, ça prend du temps. Je veux dire. Donc, ça fait partie de choses qui supposent un certain engagement que tous les employeurs n'ont pas envie de prendre. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne se sentent pas représentés par nous ? Je dis, ça c'est le patron qui parle. Je veux dire, si, au fin de compte, il continue à cotiser, à adhérer. Et bon, donc ce que je pense simplement, c'est qu'il ne faut pas demander au dialogue social plus que ce qu'il peut donner dans une société extrêmement complexe. Et là où je souscris tout à fait à ce qui a été dit par Raymond Soubi, c'est que de fait, une partie des grands enjeux auxquels notre pays est confronté aujourd'hui, je pense par exemple rénover l'éducation pour lutter contre l'échec scolaire, avoir une politique du logement qui fait que tout le monde peut être logé dans des conditions énergétiques qui soient des conditions satisfaisantes. Bon, on pourrait continuer la liste. Ce ne sont pas des choses qui relèvent directement des partenaires sociaux. Ça relève aussi de la structuration d'ensemble de la société. Et on le voit bien que, par exemple, la loi que vient de présenter Emmanuel Macron, elle commence à aborder les sujets justement, par la petite entrée, mais voilà. Non, alors, excusez-moi. Le président de la République, il est en train de baser l'ensemble de l'avenir de son quinquennat sur la question du chômage. Il l'a réitéré en permanence. On a un débat qui est revenu au cœur du débat social, et là, pour le coup, de la société française. Et alors là, je pense qu'en effet, les Français sont concernés, quand on parle de ça, sur l'assurance chômage. On est avec des déficits qui sont extrêmement importants. On sait que le meilleur moyen de régler ces problèmes de déficit, ça serait qu'on ait plus de gens au travail, avec les cotisations qui vont autour. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même assez clair comme tableau. Le problème, là, c'est comment on va se parler pour sauver à la fois le système et lui permettre d'être
viable, avec très certainement des aménagements, soyons très clairs, voulant dire parfois moins de durée d'indemnisation ou peut-être moins hausse, en bloquant certains seuils. Comment vous percevez ça et comment vous avez vécu le retour du débat autour de l'assurance chômage aujourd'hui, on pourrait dire dans le débat politique? Je commence avec vous, Hervé Chaperon. D'abord, moi je suis très surpris du calendrier. J'ai l'impression qu'on a pris l'autoroute à contresens. C'est-à-dire le 14 janvier 2014, le président de la République fait une conférence de presse. On est à 1 mois et demi, 2 mois de la négociation de la nouvelle convention. Et il dit très clairement, dans une phrase très limpide, je ne souhaite pas qu'on touche aux allocations chômage. C'est juste. 1 mois et demi après, 2 mois après, la convention d'assurance chômage est négociée. Des syndicats qui, depuis 10 ans, n'avaient pas signé la convention, re-signent cette convention. Les fous. 2 caractéristiques à la convention. Force ouvrière. Des économies, le délai de carence, je ne vais pas entrer dans la technique, mais enfin bon, des mesures sociales évidentes, les droits rechargeables, mise en application 1er octobre. Et soudainement, contre vraiment toute attente, le 7, 8, 9 octobre, une semaine après la mise en application, on découvre qu'il y a des déficits colossaux et qu'il va falloir faire quelque chose. Entre-temps, si vous me le permettez... Je vous fais juste une remarque. Il y a donc un théâtre syndicat MEDEF et puis il y a aussi un théâtre gouvernement, on pourrait dire Élysée-Matignon. Gouvernement, si vous me le permettez. Avec un nouveau jeune premier qui s'appelle Emmanuel Macron. Une convention d'assurance chômage, pour entrer en application, doit être agréée par le gouvernement. Donc, la signature du ministre se fait généralement en connaissance de cause, du moins je l'espère. Donc, faire croire qu'on découvre l'Amérique une semaine après la mise en application, alors qu'on a signé l'agrément, bon, parallèlement, ce déficit fait partie des 2 000 milliards, parallèlement, il y a la pression de Bruxelles, et on nous dit... De toute façon, au bout de 3, 4, 5 jours de polémique, on verra ça en 2016 à la nouvelle convention. Mais ça, c'est l'esprit de la drôle de guerre. C'est l'esprit de la drôle de guerre. On sait qu'il y a conflit, mais on ne va pas bouger. Avant de me tourner vers les autres invités, question simple, réponse claire. Je compte sur vous, Hervé Chaperon. Est-ce que vous imaginez, dans le cadre des difficultés qui sont celles de l'assurance chômage aujourd'hui, qu'on finira par trouver un accord, par exemple avec la CGT et les autres syndicats, sur la façon dont on gère la boutique ? Oui, alors je vais vous répondre très franchement. Vous ne comptez jamais sur la CGT qui n'a jamais signé en 50 ans une convention d'assurance chômage et qui a même signé les principes fondateurs 6 mois après tout le monde, puisqu'il a fallu 6 mois pour qu'elle se rende compte que c'était une avancée sociale. Historiquement, c'est vrai ce que vous dites. Par le passé, l'assurance chômage, et je parle sous le contrôle de Raymond Souby, a eu des crises extraordinaires et on y a mis de la dégressivité. On a eu l'affaire des recalculés. Donc, les crises qui peuvent se produire, l'assurance chômage sait parfaitement les gérer. Simplement, il faut du courage. Raymond Souby. Oui, d'abord, je voulais dire que les déclarations actuelles sur la réforme de l'assurance chômage venant du pouvoir politique sont assez étonnantes, étant entendu que l'actuel... D'abord, je rappelle que ce sont les partenaires sociaux qui sont juridiquement aux commandes. C'est un régime paritaire. Les conventions sont signées par les partenaires sociaux, toujours, depuis 1958. Bon. Donc, c'est extraordinaire de voir le pouvoir politique, dont je comprends les finalités, que je peux approuver d'ailleurs, par certains de leurs aspects, dire il faut quand même changer le système, alors que tout le monde sait très bien que la convention actuelle va jusqu'au 30 juin 2016 et que les partis syndicales signataires ne veulent pas anticiper la négociation. Donc en fait, c'est un jeu de théâtre, si vous me permettez, qui consiste à dire moi, gouvernement, je vois bien que ça ne va pas, c'est aux partenaires sociaux de le régler, alors qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas le renégocier avant 2007. Et Bruxelles, on dit à Bruxelles, vous voyez, hein, on a quand même des propos très forts sur l'assurance chômage. Vous voulez dire que c'est Bruxelles, entre autres? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais moi, je le dis avec mes mots. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je vous laisse la responsabilité. C'est vous qui le dites. Ça, c'est sûr que vous le dites avec beaucoup plus d'élégance. J'ai cherché les finalités, je n'en vois pas d'autres. Parce que les partenaires sociaux n'ont aucune envie, sauf le patronat, mais il est tout seul, donc il ne pourra pas le faire tout seul, renégocier l'assurance chômage. Cela dit, le problème de la négociation, comme l'a dit M. Chaperon très bien, sur l'assurance chômage, en réalité, elle est partie, la dernière, sur l'idée que la croissance allait repartir, elle aussi,
et que par conséquent ça allait s'améliorer et que ce n'est pas le cas. Et mutatis mutandis, et je termine si vous me permettez, vous avez un autre exemple qui est celui des retraites complémentaires, dans lequel il y a eu aussi une négociation dont nous savons parfaitement qu'elle ne permet pas de rétablir, puisque les réserves de l'AGIRC sont à sec dans 3 ans. Sous-entendu, arrêtez de nous terrifier, plutôt, peut-être qu'il le faut. C'est un jeu de discours, mais en vérité, je crois que, 1, les échéances ne le permettent pas, la réalisation de ce discours, et que 2, je ne suis pas sûr que les partenaires sociaux, même s'ils le tentaient, y arriveraient. Parce qu'ils sont pas donc l'État paiera, donc nous paierons. Je crois que nous paierons forcément. Je ne sais pas qui le décidera, ni combien vous paierez, ni quand vous paierez, mais vous paierez. Oui, c'est ce que je voulais entendre et je l'ai bien compris. Rapidement, vous vouliez intervenir? Non, la question est de savoir comment ça va être réparti entre ceux qui reçoivent les allocations et ceux qui les financent en cotisant. Un mot simplement pour dire qu'il n'est pas illogique que l'UNEDIC soit en déficit dans une situation où le chômage est très élevé. Parce que l'indemnisation du chômage, par nature, a une fonction contracyclique. C'est-à-dire, elle assure la pérennité du revenu à des gens qui sont touchés par le chômage. La question est si on rentre dans un régime qui est plus structurel, de fait, c'est pas à l'UNEDIC de résoudre cette question structurelle. Et à ce moment-là, ce qui est en cause, c'est aussi la qualité de la politique économique, le cadre général de la macroéconomie sur lequel on peut avoir chacun nos opinions. Donc là, vous nous dites que c'est pas aux partenaires sociaux de résoudre le problème? Les partenaires sociaux, eux, ils sont dans la gestion, disons, des paramètres. Et on peut comprendre aussi bien Véronique Descaques de la CFDT que FO ait quand même été très en colère à l'idée qu'après avoir négocié quelque chose qui était pour 2 ans, tout d'un coup, l'État revienne et dise qu'il va le remettre en cause. Je peux passer mon deuxième reportage ou vous voulez dire quelque chose? Ça m'arrange. Merci. Vous voyez comme quoi le partenariat est important aussi. Alors justement, où en est le dialogue social en France? Visiblement, c'est pas brillant. Certains économistes évoquent maintenant une perte de PIB, tout simplement de richesse nationale, de 1 à 2 points par an. Ça fait quand même de 20 à 40 milliards. Démocratie sociale figée, nous l'avons abordé, solannisée et même caricaturale. On a beaucoup parlé de théâtre depuis le début de cette émission. La question étant, comment passer de la confrontation à la négociation? Bref, les négociations en cours au MEDEF sont d'importance si l'on veut tout simplement réformer notre pays. Barbara Steck et Maxime Liogier. Et c'est reparti pour de nouvelles négociations entre partenaires sociaux. Le 9 octobre, organisations patronales et syndicales se sont retrouvées comme toujours au MEDEF. Et oui, car pour négocier, comme partout, c'est dans le bureau du patron. L'agenda social pour l'année a déjà été établi en septembre, mais à chaque discussion, son calendrier. Voilà, alors donc on a programmé un certain nombre de réunions jusqu'à la fin de l'année pour discuter, pour entamer les négociations sur la modernisation du dialogue social dans les entreprises. Une première rencontre qui met toujours en lumière les divergences de chacun. La première réunion, chacun explicite ses objectifs. C'est important d'ailleurs de bien se faire comprendre. De bien faire comprendre aux autres parties prenantes autour de la table ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, jusqu'où on n'ira pas. Chacun exprime ses positions, donc forcément les écarts sont grands le premier jour. Et ensuite on essaye de regarder ce qui peut nous rapprocher, y compris entre organisations syndicales, et après avec les employeurs, ce qui peut nous rapprocher, ce qui peut faire qu'on ait un intérêt commun à signer un accord. Mais le chemin jusqu'à l'accord est jalonné de nombreuses consultations. Vous avez 2 phases, ce qu'on appelle dans notre jargon les bilatérales. On va rencontrer la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, Force ouvrière, enfin les 5 organisations syndicales représentatives au plan national. Ça, c'est ce qu'on appelle des bilatérales. Et puis après, on a des séances plénières où nous nous retrouvons avec l'ensemble des délégations syndicales, les délégations patronales, et là, on essaie de progresser ensemble, chacun faisant ses propositions sur le thème qui a été retenu. Pour ces négociations sur le dialogue social en entreprise, les partenaires sociaux ont jusqu'à décembre pour rendre leur copie. Faute de compromis, le gouvernement reprendra la main. L'accord peut également ouvrir sur d'autres négociations, comme pour les contreparties du pacte de responsabilité, qui se négocie aujourd'hui branche par branche. Dans tous les cas, les partenaires sociaux ont un pouvoir d'influence. Ancien ministre du Budget et du Travail, Éric Woerth a régulièrement dialogué avec ces différentes organisations. Aujourd'hui, il considère que le dialogue social est tout simplement en panne.
En réalité, les syndicats, le patronat dialoguent tout le temps. Et la démocratie sociale existe. Mais elle est tellement solennisée, tellement ritualisée, qu'elle, aujourd'hui, n'a pas l'efficacité qu'elle devrait avoir. Et comme on est dans un pays qui a besoin de réformes profondes, je pense que plus personne ne le conteste, on a besoin aussi d'un dialogue social qui s'invente et qui soit capable de porter des réformes nouvelles. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Cet expert en relations sociales va plus loin. Pour lui, il faut en finir avec le syndicalisme à la papa et la logique de confrontation portée par les appareils. Il va falloir réinventer un art de vivre ensemble sur le terrain, dans les entreprises, parce que c'est sur le terrain qu'on trouve les solutions les mieux adaptées, à la fois dans le contexte économique de l'entreprise et en vue de sa performance sur le plan social. Sinon, le risque, c'est de nous retrouver dans une espèce de confrontation stérile qui porte atteinte à la croissance en France. Parce que Thomas Philippon, qui est un jeune économiste, a calculé que la mauvaise qualité du dialogue social en France fait que ça nous coûte aux alentours de 1 à 2 points de croissance par an par rapport à des pays comme l'Allemagne ou les pays d'Europe du Nord où le dialogue social est beaucoup plus constructif. Aujourd'hui, seulement 8% des Français sont syndiqués. Un chiffre bien faible par rapport à l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie. On a une question de téléspectateur qui est la suivante. Le dialogue social, c'est bien, mais l'urgence des réformes le permet-il? Alors c'est l'idée. C'est même pas de passer en forme. Je pense qu'il y avait un petit peu de ça dans ce que vous nous disiez tout à l'heure. Si je vous ai bien compris, Raymond Soubi, on a compris, là ce que disait aussi Eric Woerth était très clair. La responsable de la CFDT en début de sujet disait aussi faut être clair quand on rentre dans une négociation, chacun vient en quelque sorte à visage découvert. Voilà. Est-ce qu'on est dedans ou pas? Et il y a des aspects très sincèrement inquiétants dans l'aspect théâtral qu'on a mis plusieurs fois en valeur depuis le début de cette émission. Oui, nous parlons beaucoup du dialogue social au niveau national interprofessionnel, dans les branches. Oui. N'oublions pas le dialogue social dans les entreprises, qui lui a fait des progrès considérables. Dialogue social, mais aussi modernisation des relations sociales, sans forcément passer par la négociation. En 30-40 ans, les directeurs de ressources humaines, les directions d'entreprise ont, avec les managers, les lignes hiérarchiques, considérablement amélioré les relations sociales. Le besoin de changement, il s'impose à tous. On peut changer ce qui doit l'être par une gestion directe. Les directions dirigent, les directions demandent à leurs managers de jouer un rôle social. Et puis il y a aussi nécessairement des institutions à l'intérieur des entreprises, des délégués du personnel, des comités d'entreprise qui doivent jouer leur rôle. Vous savez, aujourd'hui, on a une négociation d'entreprise forte, 39 000 accords d'entreprise. Certains sont un peu des figures imposées, mais d'autres sont de vraies avancées et nous avons un dialogue social qui progresse. Les syndicats ne font pas tous la loi. Et aujourd'hui, nous avons des syndicats qui évoluent. Oui, nous avons un paysage syndical faible numériquement, mais qui s'applique à tous les salariés. Ces 39 000 accords d'entreprise, ils sont quoi, annuels? Oui. Bon, donc ça veut dire qu'il y a 39 000 accords d'entreprise dont on n'entend jamais parler d'une certaine façon. Mais que l'on vit. La régulation sociale dans le pays... Il porte sur quoi? Donnons quelques exemples, soyons concrets. Alors, sur les salaires, bien sûr. Il y a même des négociations annuelles obligatoires dans les grandes entreprises sur les salaires, sur les conditions de travail, sur l'ensemble des sujets qui touchent à la vie de l'entreprise. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'il se trouve qu'il y a aussi des accords nationaux, interprofessionnels qui peuvent se traduire par la nécessité ensuite de les décliner dans les entreprises. Oui. Et du coup, ça multiplie les accords. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des syndicats qui, de fait, comme la CGT, qui au niveau national, par exemple, n'a jamais signé des conventions UNEDIC, par exemple, signent énormément d'accords dans les entreprises. 80%. Donc à peu près 80%. Voilà. La CGT ne signe rien nationalement, localement, pour illustrer le propos, 80%. Et donc c'est quoi que moi, c'est du double langage? C'est au contraire exactement l'inverse, c'est-à-dire un sens beaucoup plus important qu'on ne pourrait l'imaginer des responsabilités. Vous comprenez? Non, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes dans l'opposition au Parlement. Vous pouvez... À moins qu'on dise tout simplement la vie de l'entreprise c'est plus facile. Non, vous êtes dans l'opposition au Parlement, vous votez des amendements, vous essayez d'avoir des amendements et ensuite vous avez ces amendements, mais vous refusez de voter le texte de loi parce que dans son ensemble, il ne vous plaît pas par rapport à votre ligne politique. C'est un peu la même chose. La CGT, par rapport à la validation de certains choix nationaux, elle n'a pas envie d'y être associée. Et en même temps, dans l'entreprise, de manière empirique, parce qu'elle représente des salariés, s'il y a une avancée, s'il y a un moyen de se mettre d'accord, elle signe.
ça ne retire rien à la question centrale qu'on abordait il y a quelques instants, qui est celle, par exemple, en ce moment, de la réforme de notre système d'assurance chômage. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, à quel moment on se met intelligemment autour de la table pour dire, 1, on sait quoi, qu'on veut sauver le système, 2, il y a forcément des raisons de l'amender, 3, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit, on va dire, juste, équilibré, et pour ceux qui percevront un soutien, et pour ceux qui le payent, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté, si je puis dire. Alors, Raymond Soubry. Vous avez deux types de sujets. Vous avez des sujets comme l'assurance chômage, qui sont des sujets nationaux, qui ne peuvent être traités que nationalement. Ce sont des régimes qui s'appliquent à tous les salariés. Et puis, vous avez des accords au plus près des gens, qui sont les accords d'entreprise, au plus près des gens qui s'y trouvent, et au plus près des entreprises elles-mêmes, par construction. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut le mieux trouver un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins des entreprises. C'est la raison pour laquelle la thèse actuelle, qui est répandue par X, Y, par laquelle il faudrait, comme ils disent dans un mot barbare, inverser la hiérarchie des normes, et je traduis, avoir un droit du travail national avec un corpus d'ordre public auquel on ne peut pas déroger, par exemple la durée maximale du travail à 48 heures, que pour tout le reste, ce soit des règles supplétives, et que s'il y a sur ces règles supplétives un accord dans une entreprise majoritaire, conclu avec 50%, avec les salariés représentant plus de 50%, à ce moment-là, cet accord s'applique. Eh bien, je crois que cette méthode permettrait de relancer très fortement le dialogue social dans l'entreprise, de relégitimer les syndicats encore plus auprès des salariés, et que c'est ça qu'il faut faire. Enfin, une dernière remarque. Depuis le début de l'émission, on parle de dialogue social. Oui. Mais le mot est très vague. Le dialogue social, ça peut être des négociations nationales, en vue d'accord. Ça peut être des négociations dans les branches et dans les entreprises. Ou ça peut être tout simplement la concertation. Après tout, l'État peut prendre des décisions après concertation avec les partenaires sociaux. Et un dernier mot, si vous me le permettez, on cite toujours le cas de l'Allemagne. On dit, regardez, l'Allemagne a fait les grandes réformes nationales avec... Moi, j'en ai parlé avec le chancelier Schröder. Oui, normalement, c'est lui qui les a impulsés. Eh bien, le chancelier Schröder m'a dit, ça s'est fait totalement en dehors de toute négociation entre partenaires sociaux en Allemagne. Moi, chancelier Schröder, j'ai consulté un certain nombre d'organisations, mais c'est moi, pouvoir politique. Et après, j'ai dit, c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Et tout l'agenda 2010 et toutes les réformes en Allemagne sur le marché du travail, qu'on soit pour, qu'on soit contre, ont été décidées par le pouvoir politique dans le pays qui est l'exemple même du dialogue social. Alors vous dites quoi? Vas-y François. Et je dis oui, vas-y, je n'ai pas cette intimité qui veut... mais je pense qu'il y a toujours, on l'a dit tout à l'heure, une partie d'impulsion politique, de responsabilité du pouvoir politique. C'est vrai pour le pouvoir actuel, comme c'est vrai pour le pouvoir précédent. Alors, reste le dossier Pôle emploi. On ne cesse de mettre en cause le fonctionnement d'une maison que l'on dit trop chère, inefficace. Votre livre, Hervé Chaperon, parle de l'autopsie d'un naufrage. Et comme nous avons ici, dans cette émission, un esprit de contradiction assez développé, nous allons découvrir une initiative qui marche dans votre ancienne maison. C'est du recrutement sans CV, par simulation, méthode brevetée Pôle emploi. Marie-Laurent, David Lemarchand, Magali Lacrose, et ensuite on revient sur le cas Pôle emploi. Il y a encore 1 an et demi, Paul n'aurait jamais imaginé travailler dans ces rayons. On est loin de l'armée, là? Oui, mais après j'ai toujours la gestion, donc comme j'étais cadre, il n'y a pas de souci. Ancien militaire, il est aujourd'hui responsable adjoint de ce drive grâce à un recrutement original. À aucun moment, il n'a dû montrer son CV. Une aubaine, après 1 an et demi de chômage suite à un accident de moto. 1 an et demi d'inactivité, devenu problématique. Il faut toujours justifier le pourquoi, comment ça se fait que vous avez été 1 an et demi sans travailler. Souvent c'est le CV avec les compétences, c'est pas ce qu'ils recherchent, ou vous êtes trop compétent, donc ou pas assez. Vous mettre surgelé, le ferait ensemble. La moitié de l'équipe ici a été recrutée selon la même méthode. Tous l'ont vécu comme une chance supplémentaire. On regarde pas le passé, on regarde que l'avenir, on regarde que aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, pas ce que j'avais envie de faire il y a 5 ans. Donc pour la fin de semaine. Pour l'ouverture de son drive, Christophe Alain a donc fait confiance à Pôle emploi qui propose depuis 1995 ce type de recrutement. Une première expérience concluante, non discriminante, dont il est fier aujourd'hui.
On a une personne qui a été recrutée par ces méthodes-là, qui est aujourd'hui manager au niveau du Drive, donc qui pilote le Drive et qui pilote l'ensemble des collaborateurs du Drive, donc 25 personnes qui précédemment en fait étaient laveurs de vitres. Et pour tous les nouveaux salariés, tout a commencé dans cette agence. Ce matin-là, c'est au tour de Yannick d'être convoqué par Pôle emploi pour un autre recrutement sans CV. 42 candidats sur la ligne de départ et à l'arrivée, 24 postes de facteurs. J'ai déjà tenté de me postuler à la poste comme ça et ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, avec votre CV? Voilà, avec mon CV. Donc là, ça facilite déjà le passage. Donc c'est un CDD d'une année. Et c'est après une CDIsation si vous avez toutes les compétences comportementales qui vont bien. Vous n'aurez pas de CV à nous donner. Pour cette session, 4 prérequis. Avoir moins de 26 ans, un niveau CAP, le permis de conduire et surtout, être sans emploi depuis au moins 6 mois. Quelques tests de compréhension et place à la pratique. Vous allez avoir 18 minutes pour faire ce tri. Je ne vous cache pas qu'il faut aller assez vite. Hein, et vous verrez, il y a le bruit de rotatif derrière. C'est parti. Simulation de tri postal, mise en situation pour la distribution du courrier, les règles de politesse. Bonjour, monsieur Descriers. J'ai Oui. un colis recommandé avec un accusé de réception à Ah, remettre. très bien. Tout y est, y compris l'ambiance sonore d'une tournée en pleine campagne ou les remarques désagréables de certains clients. Ah, vous êtes nouveau? J'espère que vous êtes aussi sympa que votre prédécesseur. Beaucoup de choses à mémoriser en peu de temps. Hein, et beaucoup de prises de décision en peu de temps. Donc c'est vrai que du coup, là, et on voit bien, hein, vous les voyez, là, ils sont dans leur distribution, ils doivent distribuer tous leurs plis. Oui, bonjour. La Poste ne confirmera pas les embauches avant plusieurs semaines, mais à ce stade, Yannick est plutôt confiant. C'est terminé. C'était un peu la pression, surtout pour le tri. Lorsque j'étais le dernier à trier, je me suis dit ok, donc il fallait se dépêcher. Donc c'est ça, il faut gérer la pression, le stress. C'est à nous de montrer ce qu'on vaut pour que justement l'employeur soit intéressé par nous et qu'ils veulent bien justement nous accepter. Commerce, logistique, agroalimentaire ou restauration, quel que soit le secteur, les exercices de recrutement sont organisés et surtout financés par Pôle emploi. Mais certaines entreprises restent frileuses. On a travaillé récemment pour les banques. C'est difficile dans ce secteur-là, hein, parce qu'il y a toujours ce critère de bac plus 2 minimum, etc. Et il faut réussir à convaincre une entreprise pour lui dire mais le bac plus 2, quelle plus-value? À l'heure où 87% des chômeurs disent ressentir une discrimination à l'embauche, 300 000 personnes en France ont pu être recrutées par cette méthode. Il y a au moins un truc qui marche bien à Pôle emploi. Et c'est comme dans une grande surface, vous pouvez avoir des produits qui se vendent et les grandes surfaces avoir des comptes très difficiles. J'ai envie de vous dire, il fait du bien ce reportage. On va revenir aux vraies questions de fond concernant Pôle emploi. Mais oui, mais il fait du bien parce qu'on se rend compte qu'on peut échapper à un moule, on peut trouver quelque chose d'innovant du recrutement sans CV, et on voit des gens qui sont en mouvement et avec des conseillers Pôle emploi qui font leur boulot. Mais les conseillers Pôle emploi font leur boulot. J'en témoigne. Les conseillers Pôle emploi sont compétents. Les conseillers Pôle emploi sont des gens qui donnent leur temps et qui font leur métier admirablement bien. Mais vous êtes face à une vague de chômage énorme. Il faut quand même savoir qu'à Pôle emploi, 40% de l'activité Pôle emploi, c'est l'activité d'accueil. C'est quoi l'activité d'accueil? C'est d'abord, comme son nom l'indique, accueillir, c'est-à-dire informer, c'est-à-dire faire tout le dossier administratif, c'est-à-dire quand vous êtes privé d'emploi, la première réaction que vous avez, c'est avec combien je vais pouvoir vivre. C'est pas la recherche d'emploi. On a des enfants, on a un logement à payer, et ainsi de suite. 40%. Bon, quand vous voyez le budget de Pôle emploi, 80% c'est la masse salariale. Donc, combien coûte l'activité d'accueil à la collectivité? Je rappellerai que le budget Pôle emploi, c'est 1/3 l'État, c'est-à-dire le contribuable, vous et moi, et 2/3 l'UNEDIC pris sur ses recettes. Le budget de Pôle emploi de la création aujourd'hui est passé de 3,1 milliards à quasiment 5 milliards. Ce qui devait être fait à effectif constant, on est sur un rythme de 2000 emplois an. La taille des portefeuilles, on devait être à 60,
on est toujours à 80, 90, soyons pas méchants. Je rappelle que le portefeuille, c'est le nombre portefeuille, c'est le nombre de demandeurs d'emploi géré par une personne. Voilà. Et quand on parle de chiffres pour ce portefeuille, on oublie à chaque fois de dire que c'est relativement mal réparti. Le Conseil général de Seine-Saint-Denis, en mois de juin, s'est ému, euphémisme, quand il s'est aperçu qu'il y avait une disproportion, et dans le mauvais sens, entre la moyenne des portefeuilles dans le 93 par rapport à l'antenne du 16e arrondissement. Cherchez l'erreur. Vous pouvez multiplier évidemment les économies d'échelle, on n'en parle plus, et ainsi de suite. Je veux dire par là. Alors, donc, fiasco et naufrage. Fiasco aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dogme lors de la fusion, guichet unique, métier unique. 3 ans après, le guichet unique est abandonné. Et finalement, la question qui se pose, c'est quoi le métier de recherche d'emploi, d'accompagnement recherche d'emploi? Là, ce qu'on vient de voir, on a l'impression qu'il passe un examen. Ça m'a troublé. Oui, c'est ça? Oui, mais si vous voulez, il faut quand même savoir qu'on est dans une phase de destruction d'emploi, puisque on stabilise l'emploi à 1% de croissance. Au-dessus de 1%, on en crée, en dessous, on détruit. Ça fait quand même quelques années qu'on en détruit. Et que dans ce contexte-là, oui. Ça ne marche pas, ça coûte beaucoup d'argent. Comment? Ça ne marche pas et ça coûte beaucoup d'argent. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Qu'est-ce qu'on fait? Et en tout état de cause, vous qui avez été dans la maison, c'est que ça coûte plus cher qu'avant pour un résultat certainement pas supérieur. Que fait-on? Et le problème qui se pose, c'est la lisibilité du retour en investissement. Et ça, on ne sait pas. Le constat est clair. Que fait-on? On vous transforme en agence d'intérim? Non, je crois qu'il y a déjà 2 solutions et une opportunité. Allez-y vite. 2 solutions. Je pense que Pôle emploi ne consacre pas assez de temps à agréger les offres d'emploi. Son métier, c'est l'intermédiation. Mettre un demandeur d'emploi face à une offre d'emploi adaptée pour lui. Bon. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que Pôle emploi n'a que à peu près 28-30% des offres. Et je pense qu'il n'y a pas le vivier pour faire face à la demande. Bon, quand vous vous apercevez qu'aujourd'hui, le site Le Bon Coin, qui n'est quand même pas à vocation offre d'emploi, est devenu le premier site d'offre d'emploi privé, il y a quand même une interrogation tout à fait légitime. Bien sûr. La deuxième, pour voir que ça marche. Le deuxième point. Et donc, d'après moi, Pôle emploi doit construire des relations privilégiées avec les entreprises. D'abord pour avoir les offres d'emploi et la totalité des offres d'emploi. Ensuite, pour pouvoir, grâce à ces relations privilégiées avec les entreprises, anticiper la mutation des métiers. Parce que ça, c'est très important. Et ça me permet... Allô, Pôle emploi, j'ai besoin de 3 mécaniciens. C'est comme ça que ça devrait marcher? C'est à peu près ça. Et avoir le réflexe de s'adresser à Pôle emploi. Parce que vous savez, j'étais à un dîner-débat mardi soir au Sénat où il y avait des chefs d'entreprise. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les chefs d'entreprise? On ne me rappelle pas, ou alors j'ai tellement... C'est une complication pour définir le profil qu'il me faut, alors que je téléphone... C'est compliqué ou c'est de l'incompétence? Alors que je téléphone à une boîte d'intérim, j'ai 10 candidats. Bon. Et la deuxième chose, c'est que Pôle emploi n'est encore pas le pivot de la formation professionnelle. Ça, Pôle emploi devrait être le pivot. Et troisième point, suggestion, c'est le dernier, c'est profiter de l'opportunité de la réforme administrative pour coller au terrain et remettre à cette occasion un petit peu de paritarisme. Allez, on va passer aux questions SMS. Après le diagnostic du docteur Chaperon. Je tiens à ma protection sociale, il ne faut donc pas la laisser en déficit chronique. Est-ce si difficile à comprendre, nous dit un téléspectateur? Ben voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire? Ça veut dire qu'un certain nombre de Français sont prêts à attendre des réformes et parfois qui peuvent avoir des aspects de réduction de prestations dans la durée ou dans ou est-ce qu'ils sont prêts à payer? Pardon? Ou est-ce qu'ils sont prêts à payer? Oui. Oui, c'est pas ce qu'il a dit. Bernard Vivier? Oui, nous avons un des systèmes de protection sociale, on le dit toujours et c'est vrai, un des plus généreux du monde et aussi un des plus coûteux. Aujourd'hui, c'est lent, mais l'esprit des Français évolue vers la nécessité de réforme. Et du reste, regardons la grande réforme des retraites en 2010. Sauf que les réformes ne se font pas.
Elle s'est faite. Elle se fait progressivement. Et on ne peut pas changer et effectuer les réformes ou brutalement, par décret, par loi, ni par révolution. Donc si on veut le faire de façon intelligente, on ne peut le faire que progressivement. Mais évidemment, les jours sont comptés aujourd'hui. Et le gouvernement du moment, aujourd'hui, il est dans une situation très serrée. Mais on ne fera pas les réformes sans l'aval des Français, sans que les Français aient pris conscience qu'il fallait changer. C'est long, c'est vrai. C'est bizarre, avant on disait j'ai pas les moyens, maintenant on dit j'ai pas le temps. Je trouve ça... Les gouvernements, ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont jamais le temps, sauf quand ils ont des manifestations dans la rue qui bloquent brutalement toute leur réforme. Dans un pays en crise depuis 6 ans où tout le monde doit faire des efforts, comment ne pas toucher aux acquis sociaux? Le problème des réformes de ce type, c'est quand on parle de réforme, c'est toujours de faire moins, de distribuer moins. Mais dans la protection sociale, vous avez aussi tout un ensemble d'éléments sur lesquels il y a sans doute des gains d'efficacité à obtenir et aussi des effets redistributifs qui ne sont pas forcément des effets redistributifs qui seront payés par les plus pauvres. Je veux dire, une partie des interrogations qu'on a aujourd'hui sur la politique familiale, par exemple autour de la légitimité du quotient familial et par contre de l'extension. Le débat est mal posé aujourd'hui sur la fiscalisation des allocations familiales. L'enjeu en France, ce serait plutôt d'étendre les allocations familiales dès le premier enfant et au-delà de 20 ans pour les enfants qui font des études supérieures. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire. Et si on veut trouver l'argent pour le faire, il faut remettre en cause le quotient familial et le quotient conjugal. C'est des décisions qui sont lourdes, qui sont fortes, mais qui seraient des décisions justes et redistributives. En matière de santé, on sait très bien qu'il y a des enjeux autour de l'optimisation du fonctionnement du système hospitalier, en fonction des génériques, sur les dépassements d'honoraires, sur des questions comme ça, sur les pharmaciens, etc., qui ont des effets redistributifs, mais qui ne se traduisent pas forcément par un moins bon accès aux soins de l'ensemble des personnes. Je vous parle chômage, vous me répondez hôpital. Hein. Oui, mais sur le chômage, tout à l'heure on a dit... Une phrase, parce que vous avez dit, je vais prendre 4-5 questions. Vous avez dit ça coûte très cher. On a une indemnisation du chômage qui de fait coûte cher parce qu'on a énormément de chômage. Et à côté de ça, on a Pôle emploi qui a un coût, qui a des problèmes de réforme à faire, mais ce n'est pas Pôle emploi qui coûte cher, c'est l'indemnisation du chômage qui coûte cher. Oui. Et ensuite, Pôle emploi aurait plutôt besoin peut-être d'avoir un peu plus de personnel pour assurer les missions qui sont les siennes, même si, en même temps, vous n'allez pas empêcher le secteur privé de jouer aussi son rôle d'intermédiation du marché du travail. Et moi, en tant qu'employeur, qu'est-ce que vous voulez, la dernière fois que j'ai recruté quelqu'un, c'est vrai que j'avoue, j'ai mis sur un site internet et pas... Ah bah voilà. N'aurait-on pas des syndicats plus modérés, réformateurs, si le vote aux élections professionnelles était obligatoire? Que me dit Raymond Soubi? Écoutez, sans doute. Ah bah voilà. Sans doute. Cela dit, il y a, quand même un pourcentage de vote aux élections professionnelles qui est relativement élevé. Donc il faut pas. On dit 60%, c'est ça? Oui, il ne faut pas de cet ordre-là. Enfin, avec 65 dans le privé, 75 dans le public. C'est pas les prud'hommes. Beaucoup de différences. C'est pas du tout homogène. Enfin, il y a quand même, en vérité, en fait, la question des syndicats aujourd'hui, en France par rapport aux autres pays, c'est qu'en France, les syndicats ne rendent pas de service, alors que dans les autres pays, ils rendent de service. Bref, par exemple, vous avez une mutuelle, vous adhérez à une mutuelle. Dans d'autres pays, vous voudriez adhérer à une mutuelle, vous entrez dans un syndicat pour adhérer à une mutuelle. Le grand problème du syndicalisme français... Absolument. Eh bien alors vous êtes pour le syndicat la syndication obligatoire? Je ne suis pas pour le syndicalisme obligatoire. Les Français, je pense, ne l'accepteraient pas. En plus, si vous me permettez, ce serait non constitutionnel. Vous seriez retoqué. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous n'avez pas, c'est contraire aux libertés individuelles d'obliger tout le monde à adhérer à un syndicat. Absolument. Ça ne passerait pas le portillon, si j'ose dire, du Conseil constitutionnel. Enfin, si j'ai un avantage, je le prends ou je le prends pas, mais j'ai quand même intérêt à le prendre. Voilà. Donc, mais en revanche, j'aurais peut-être une mesure, mais tout le monde est contre cette mesure. Donc, allez-y. Moi, je ne suis pas contre. Donc, je bien compris. Ce serait d'expérimenter, je suis prudent, sur quelques sujets, une règle par laquelle les accords signés dans une entreprise, par exemple, ne s'appliqueraient qu'aux adhérents des syndicats qui l'ont signé. Ouh, c'est tordu ça. Non, c'est pas tordu. Si, mais je vois bien. Enfin, c'est simple. Dans ma bouche tordue, t'es pas forcément désagréable. La seule arme qui permettrait de resyndicaliser en France, c'est celle-là. Donc je me permets de la mettre... J'aurais le bon syndicat pour le patron et puis le mauvais syndicat. Non. C'est une mesure. Moi, je vous le dis. Ce sont des dispositifs qui existent ailleurs en Europe.
En Suède, 70% de salariés syndicaux. Ah, la Suède, le Danemark. Oui, exactement. Oui, absolument. Mais vous ne bénéficiez des avantages de négociations signées par les syndicats que si vous avez adhéré à un syndicat et que si le syndicat a signé l'accord. Conclusion, c'est là. C'est une idée qui traîne depuis très longtemps. Robert Botreau, ancien secrétaire général de Force Ouvrière, avait énoncé ça. Jean-Luc Cazette de la CFE-CGC avait dit ça. Régulièrement, il y a des propositions dans ce sens-là. Et c'est une mesure qu'il est aujourd'hui difficile à mettre en place, mais l'idée chemine. Gardons-la en tête. Nous sommes déjà deux autour de cette table. Oui, alors c'est quand même 50%, sans vous compter. Nous sommes d'accord. Non, mais moi je suis censé ne pas faire partie du débat. Comment sont dépensés les 32 milliards de la formation professionnelle? Ça vous plaît comme question? Oula, 1,2 milliard pour Pôle emploi, 300 millions pour la GFIP, le reste dans les entreprises et autres. Mais pour Pôle emploi, c'est 1,2 milliard. Et d'ailleurs, ce n'est pas 32 milliards, si vous me permettez. Si vous prenez en compte ce qui est vraiment géré par les entreprises, les salariés et les partenaires sociaux, c'est moins de 10 milliards. Donc, ça fait pas mal quand même. Oui, non, ça fait beaucoup. Si on s'interroge sur le fonctionnement du... Non mais attendez, ceux qui ont des responsabilités d'entreprise autour de cette table, vous et moi, on sait très bien aussi qu'on dépense beaucoup d'argent chaque année à former notre personnel. Chez nous, on est bien au-dessus de l'exigence légale en termes de pourcentage de la masse salariale. Donc il y a toute une discussion autour de est-ce qu'il y a un peu d'argent qui se perd dans les tuyaux, mais l'idée qu'on a pu entendre déjà sur ce plateau, il y a 34 milliards qui servent à rien. Je veux dire, c'est pas sérieux. Je veux dire. Ensuite, on peut améliorer la qualité de la formation. Il y aurait beaucoup de réformes à faire, mais disons que les gains sont des gains marginaux par rapport. On ne doit pas changer le fonctionnement de la formation professionnelle en France. J'ai pas dit ça. Ah bon. Il faut mieux l'orienter sur les vrais besoins. Voilà. Et sur les gens qui ont le plus de besoins. Et la question des vrais besoins est une question très complexe. Parce que les gens, d'une manière générale, les gens disent ça ne profite pas d'abord à ceux qui en ont le plus besoin, qui sont les moins formés. Exactement ce qu'on dit. Oui, mais quand vous êtes chef d'entreprise, de fait, les gens qui ont le plus besoin d'être formés, c'est pas ceux dont le métier n'évolue pas et qui sont peu qualifiés, c'est souvent les cadres, les gens qui ont des emplois techniques, qui sont soumis à des changements technologiques, et c'est ceux-là que vous êtes obligé de former. Et c'est ce qui reproduit les inégalités face à la formation. 22h35 pour la rediffusion de ce C'est dans l'air. Je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que demain, vous retrouvez Caroline Roux. Bonne soirée, merci. C'est dans l'air, et c'est aussi sur France5.fr.